direct de la soirée, de la nuit, avec nos équipes sur place qui ont vécu tout cela, bien sûr, au plus près. Laurent Dupin, Franck Montagny, Julien Febvre et Jacques Villeneuve, bien sûr. Mais donc, vous l'avez compris, ce week-end de Formule 1 va se dérouler finalement comme prévu. Le Grand Prix va bien avoir lieu. Regardez justement le programme de ce qui vous attend. Dans quelques instants, on va vivre ensemble les essais libres 3 sur Canal+ Sport. La séance de qualification, ce sera à 17h40 sur Canal+ Sport avec toutes les équipes sur place et Margot Lafitte. Le Grand Prix, ce sera demain à 19h sur Canal. Mais donc, un programme qui va se dérouler dans un climat tendu, une atmosphère très particulière après cette attaque donc survenue hier. Une attaque qui a eu lieu à 12 km seulement du circuit. Attaque qui a visé un dépôt pétrolier. C'était lors des essais libres 1 aux alentours de 17h30 heure locale. S'en est suivi un gigantesque incendie. Une attaque revendiquée par les rebelles yéménites Houthis, des rebelles qui ont mené en réalité une série d'attaques hier dans le sud de l'Arabie saoudite, mais également donc à Jeddah, on vient d'en parler. Ça a visé différentes infrastructures. Alors pour que vous compreniez bien ce qu'il se passe, sans rentrer dans les détails évidemment, mais ça fait 7 ans aujourd'hui, jour pour jour, qu'une coalition dirigée justement par l'Arabie saoudite intervient au Yémen, aux côtés du gouvernement yéménite, pour soutenir ce gouvernement donc face à ces rebelles Houthis. Et dans ce contexte, et malgré cette attaque, le Grand Prix de demain va bien avoir lieu, on vous le disait. Écoutez les explications justement de Stefano Domenicali, le patron de la F1, aux côtés de Mohamed Ben Sulayem, le nouveau directeur de la FIA. Nous en avons reçu l'assurance. Pour les autorités locales, la sécurité est l'objectif principal. Peu importe la situation, la sécurité est leur priorité. Leurs familles sont présentes sur le circuit. Salut Zozo. Elles ont tout mis en œuvre pour protéger la zone. Nous sommes confiants et nous devons faire confiance au gouvernement saoudien. La suite du week-end se déroulera comme prévu. Alors ça, c'était la première déclaration d'une très... Le Grand Prix de la honte, celui d'elle. Heure locale, mais ensuite, on n'en est pas resté là. Laurent, Franck, elle récapitule tout, la gonzesse, c'est bien. Cette soirée, derrière, les pilotes se sont réunis. T'as réussi tes pronos incroyables, Zozo. Très long, ça a duré Bravo. jusque très tard dans la nuit. Je vous remets l'image dans quelques instants. Jusqu'à 2h30 du matin, avec Franck, avec Julien, toutes les équipes Canal, nous sommes restés pour suivre cette situation complètement inédite, avec finalement, au bout d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, les patrons d'écurie convaincus par les autorités saoudiennes, par les organisateurs que le Grand Prix pouvait avoir lieu, et en revanche, des pilotes qui, eux, étaient plutôt partisans de ne pas courir. Alors, on va redérouler cette soirée, voilà, 22h, les pilotes arrivent, Stefano Domenicali, Mohamed Ben Sulayem, les autorités locales, tous les patrons, et cette discussion qui semble se régler relativement vite. Mais finalement, plusieurs pilotes, menés notamment par Pierre Gasly, Lewis Hamilton, ont continué la discussion alors que les patrons sont partis, Franck. Et là, vraiment, il y avait le sentiment général, nous à l'extérieur de la salle, mais également à l'intérieur, qu'il fallait arrêter ce Grand Prix. Ah, il fallait l'arrêter, aucun pilote ne voulait rouler. Les décisions étaient complètement unanimes, ce qui a grandement énervé les directeurs d'écurie qui, eux, ont décidé de revenir pour interrompre un petit peu cette réunion, pour commencer à mettre la pression sur les pilotes, tout simplement, en leur disant bien qu'ils étaient employés et que s'ils ne voulaient pas rouler, il y avait des troisièmes pilotes pour monter dans la voiture. Donc la discussion était un petit peu tendue. Au final, ben voilà, on est là, on va rouler. On lui dit qu'on est en complète sécurité, c'est bien. On a reçu quand même 2 attaques en moins d'une semaine. Voilà, c'est un peu chacun sa vision des trucs, quoi. Voilà, climat très compliqué. C'est vrai que les pilotes qui avaient beau être unis à un moment, certains ont eu l'ordre par leur patron d'écurie de courir, et à partir du moment où 1, 2, 10, 12 coureurs décident d'y aller, les autres, on est dans un championnat du monde, peuvent pas se permettre de perdre des points. Et donc cette réunion s'est terminée à plus de 2h du matin. George Russell, en tant que délégué élu de l'association des pilotes, est allé avec Andreas Seidel informer les patrons d'écurie que les pilotes acceptaient de courir finalement dans ces conditions. Et à la sortie, Julien Febvre a réussi à arracher... Moi je vais quand même la regarder et tout, mais bon, c'est vrai que c'est un peu exagéré, quoi. C'est un peu extrême. Les menaces et tout du gouvernement, en plus. Vous dire le résultat de cet accord, Pierre? Vous avez communiqué au nom de tous les pilotes? Oui, non, c'était important de discuter de la situation entre nous tous, mais bon, j'en dirai pas plus pour le moment. Vous avez juste vu beaucoup prendre la parole, ça vous tenait à cœur de pouvoir vous exprimer, Pierre? Oui, je pense que c'est important. Chacun a donné un peu ses avis. Ouais, carrément, là, il brasse de l'air. Hein. On est tous alignés sur
nos intentions. Décision rapide à attendre? On verra ce qui est annoncé. Oh là là. Et le communiqué est tombé ce matin. Incroyable, il a l'air très énervé, alors peut-être qu'il n'était pas d'accord pour continuer à rouler. De l'association des pilotes, globalement, pour dire la même chose. Voici les mots à retenir. La F1 et la FIA peuvent confirmer qu'après de longues discussions avec toutes les équipes et les pilotes, le Grand Prix d'Arabie Saoudite de Formule 1 va se poursuivre comme prévu. Julien Febvreau, Jacques Villeneuve, il y a eu quand même de la pression des patrons sur les pilotes, des organisateurs, parce qu'il y a l'enjeu sportif, mais il y a des enjeux politiques, économiques qui dépassent finalement même le cœur de travail des pilotes. Oui, il y a énormément d'éléments qui rentrent en considération dans une situation, heureusement, je te donne le Twitch pour la Formule 1 et qu'on n'espère pas voir se répéter. Il y a des enjeux commerciaux énormes, financiers, l'argent est au cœur de ça. Vous pouvez reprendre les mots de Lewis Hamilton il y a quelques temps. Ah oui, c'est écrasé devant le pognon, Gasly. Comme tous. Pas en Formule 1, l'Arabie Saoudite a aujourd'hui ce qui semble être le plus gros contrat financier avec la Formule 1. Ça pèse aussi dans la balance de la décision de dirigeants. Il y a des écuries qui se sont engagées avec Liberty. Il y a Liberty qui s'est engagé avec un organisateur de Grand Prix ici. Et au milieu de tout ça, il y a des pilotes et ils n'ont plus le poids qu'ils avaient peut-être en 82 lorsque Gilles Villeneuve, Didier Pironi, Nelson Piquet, Niki Lauda avaient pu faire grève pour des raisons complètement différentes de ce que l'on vit aujourd'hui, mais qui avaient décidé tous ensemble de dire si on n'obtient pas ce que l'on veut, ça concernait les licences à l'époque, eh bien nous ne roulerons pas. Et ils avaient tenu bon et ils avaient obtenu gain de cause. Autre époque et surtout autre contexte, Jacques. Oui, et puis les pilotes, vous dites, avaient plus de poids à l'époque. Non, c'est qu'ils prenaient ce poids. Ils le prenaient. Ils étaient forts entre eux et s'ils disaient non, s'il n'y avait plus de pilotes sur la grille, ça ne pouvait pas avancer. Et là, j'ai l'impression que les pilotes n'ont pas tellement cette force interne eux-mêmes. Rien ne les oblige à piloter, mais il faudrait qu'ils laissent un 20e de leur salaire. Ça les dérange un peu aussi. Et l'inquiétude, elle est présente car comme vous l'avez dit, Franck, il y a eu cette attaque hier, mais il y en avait une dimanche dernier alors que nous étions à Bahreïn. Et donc forcément les pilotes se disent si l'État n'a pas pu nous protéger hier, comment être certain qu'il n'y a plus de risque pour la suite de ce Grand Prix. Et finalement, cette réunion elle aurait presque dû avoir lieu en début de semaine, avant même de commencer ce Grand Prix. Peut-être que ça aurait été plus simple de l'annuler si rien n'avait démarré. Aujourd'hui en Formule 1 on ne se parle pas. Vous savez que les pilotes restent bien entre eux. On a invoqué bien sûr le GPDA avec ce groupement des pilotes pour pouvoir parler des problèmes, mais lorsqu'ils sont là, mais personne ne prend la peine d'aller en amont des choses. J'espère que cet événement va faire changer des choses au sein de la Formule 1. J'ai vu un Pierre Gasly hier très présent, très dominant, très leader de ce groupe-là, et ça c'est intéressant. On a Lewis Hamilton et je suis sûr que si Sébastien Vettel avait été présent ce week-end, forcément les choses auraient été différentes, mais c'est des choses importantes qui se passent aujourd'hui. Ouais, ils ont profité de l'absence de Vettel aussi, je pense, ces dirigeants d'équipe et tout là. Sébastien Vettel absent officiellement pour parce que lui il ouvre bien sa gueule Vettel quand il faut. Hier de cette discussion, c'était Gasly, c'était Hamilton, Alonso, Verstappen. Eh bien écoutez, maintenant finalement on a eu la preuve que les pilotes n'étaient que des employés, comme nous l'a expliqué Mattia Binotto il y a quelques minutes à notre micro, le directeur de Ferrari. Les pilotes, c'est pas que ce soit des employés comme des autres, font partie du team comme tous les autres, mais certainement c'est les stars de notre sport. Donc leur voix, disons, est une voix qui est importante, il faut l'écouter. Je crois qu'ils ont un pouvoir politique qui est important. C'est bien que ce soit comme ça, hein. Au fond, c'est eux qui conduisent les voitures. De mon côté, comme team principal, c'est sûr que moi je dois m'occuper de la sécurité de tous les membres de l'équipe, que ce soit les pilotes ou soit tous les mécanos. Donc je pense que de mon côté, l'importance est la même, que ce soit un mécano ou un pilote d'un point de vue sécurité, mais qu'ils puissent se réunir, qu'ils puissent dire leur avis. Je crois que c'est une chose qui est importante, aussi importante pour nous de les écouter. Alors la séance commence dans 10 minutes. Alonso, il en pense quoi? J'en sais rien. Ce chapitre avec un dernier bonne intervenant, c'est Mike Crack, le nouveau patron de l'écurie Aston Martin, une écurie bien engagée parce que dans cette situation, parce que comme l'a dit Julien, Aramco, qui est la société pétrolière nationale, et non seulement l'organisateur de ce Grand Prix, sponsor à l'année de la Formule 1 et partenaire titre de l'écurie Aston Martin. Donc pour Mike Crack, c'est une situation particulièrement délicate à gérer, avec de nombreux impératifs à prendre en compte. Vous aviez 10 chefs d'écurie et 20 pilotes. Oh mais il parle français, Crack. Personne qui discute. Donc si on respecte chaque opinion et si on regarde à écouter tout le monde, ça dure. Ouais, et
Mike Crack, parle français. Ça dure encore un peu plus. Donc c'est ça la raison pour laquelle ça a duré. Mais je pense que c'était super important que tout le monde a été écouté et que tout le monde pouvait dire son opinion. Ouais, c'est bien ça, avant 18h les pronos. Ça se ferme à 18h du coup. Deuxième Grand Prix, déjà une polémique, oui. Le syndicat des pilotes sert à rien, faites quoi et filmez, tant pis. Prenez... Tant pis si vous prenez une roquette dans la gueule. Ah, c'est un peu ça, ouais. La belle chose avec ce sport, c'est que dès qu'on s'y intéresse un peu plus, on oublie tout. Charles Leclerc va être forcément au cœur de tous les regards aujourd'hui. On sait que c'est un des plus vite ce week-end. Il n'a pas dormi, mais il va être concentré, il va être à 100% de toutes les façons. Lorsque vous montez dans une Formule 1, il n'y a pas de place pour penser à autre chose. Là, hier, il a pris un petit contact avec la roue avant gauche. Indianapolis 2005. Les pilotes vont rentrer au stand. Ils vont abandonner. Imaginez, ce serait magnifique. Ça. Tous les pilotes rentrent, ils abandonnent. Sauf Lewis Hamilton qui va gagner ce Grand Prix tout seul. Il y a eu aussi un petit incident pour Carlos Sainz, deuxième chrono de cette séance disputée de nuit. Donc dans les oui, les grands Lewis. 37 ans déjà. C'est Max Verstappen à seulement plus leur bébé. un dixième, toujours capable finalement depuis le début de cette saison 2022 de s'intercaler entre les deux Ferrari et d'être le poil à gratter de la Scuderia. Ouais, oubliez pas que Max hier, il n'a pas pu faire vraiment de tour. Hein. Il a réussi à faire un demi-tour par-ci, un demi-tour par-là. Il s'est arrêté, il est reparti, il est drapeau rouge, etc., etc. Donc clairement, il a un dixième sans avoir vraiment pu effectuer un tour complet et tout le bout à bout. Attention à Max Verstappen, on l'a dit, on l'a redit pendant le week-end. Mais c'est là le mec qui va vite ce week-end. Et regardez en direct dans la voie des stands l'écurie Red Bull qui s'entraîne au changement de pneus. On découvre encore ces pneus de 18 pouces. L'écurie Red Bull qui s'entraîne à esquiver les missiles. Dernier préparatif. Bravo Red Bull. À quelques minutes. Bon, les pneus, lui, ne devraient pas servir du week-end. Ça va être utile pour la course. Pour s'entraîner. On va regarder le classement donc, de cette séance d'essai pour bien récapituler. Leclerc meilleur temps devant Verstappen à 1 dixième. Sainz à 2 dixièmes. Suivent Perez. Donc on a clairement les 4 voitures les plus rapides devant les Ferrari et les Red Bull. Suivent les Mercedes d'Hamilton et Russell après d'une demi-seconde. Esteban Ocon 8e, c'est bien, avec l'Alpine. Et sur la deuxième page du classement, on trouve Gasly 12e. Hülkenberg qui remplace donc pour le deuxième week-end consécutif Sébastien Vettel chez Aston Martin 16e. Et Magnussen très malheureux, dernier, qui n'a quasiment pas roulé de la journée avec beaucoup de problèmes mécaniques. Pour la Haas, on va se diriger vers le stand Mercedes, Franck, où il y a une légère amélioration, mais on ne trouve pas encore complètement les solutions pour régler ce problème de rebond qui pénalise l'écurie allemande. Ouais, les améliorations, elles sont simples. Ils ont découpé la moitié de l'aileron arrière. Donc quand on découpe la moitié de l'aileron arrière, forcément, on va un petit peu plus vite en ligne droite. Si vous regardez par exemple sur les images là à l'instant, vous voyez que l'écran, l'aileron est vraiment dédoublé. On a un cut énorme, une coupure énorme sur le dessus, et le dessous est également un petit peu rallégé. Ça donne une forme très atypique, moi que j'aime bien esthétiquement. Ça va un peu plus vite en ligne droite, mais les problèmes ne sont pas résolus. Le problème de rebond, en tous les cas de la voiture, est toujours là, toujours présent. Donc ça va continuer à persister un petit peu, et il va falloir encore un peu de temps pour Mercedes pour être sur le devant de la scène. Voilà, elles sont prêtes, les monoplaces, plus aucun travail, et donc cet aileron arrière caractéristique que vous avez évoqué, Franck. Donc il y a du travail ici au circuit, à l'usine également à Brackley, et Lewis Hamilton garde la foi, garde confiance en son équipe pour remonter dans les prochaines semaines. L'ambiance reste toujours très bonne dans l'équipe. Après tout le travail que l'on a fait, personne ne pensait que l'on serait dans cette position, à devoir se battre contre tous ces problèmes. Mais l'adversité a parfois du bon. Ça nous rassemble, ça nous unit, ça nous force à travailler encore plus. Alors Mercedes a quand même enchaîné 8 titres constructeurs, mais c'est avec une autre réglementation, Franck, et là elle se retrouve face à un sérieux problème. Si on est optimiste, quel commentaire. Combien de grands prix. Mais c'est toi James Harden sur YouTube en fait ou pas? Parce que j'ai des doutes là. Le DRS a été installé. Ils aimeraient eux-mêmes avoir la réponse à votre question, Laurent. Ce qui est certain, c'est que Mercedes travaille. Le risque, et c'est ce qui nous était encore confié hier soir au sein de l'écurie par certains ingénieurs. Ouais, c'est bien ce qui me semblait que c'était toi. De se précipiter, de faut arrêter avec les 36 000 pseudos qu'il y avait quand même à un moment donné. Et donc de s'engager dans des solutions qui ne seraient pas les bonnes solutions pour résoudre ces problèmes. Oui, et il est possible que cette voiture de base ne puisse ne jamais fonctionner et repartir sur un comment ça se fait qui, financièrement, avec les budget cap, les limites de coût, oui, serait impossible.
Merci messieurs. Après Mercedes qui sont quand même en mesure, Mercedes, de marquer des points très régulièrement. Il y a une bagarre derrière nous pour Franck qui ont traversé. On est repassé côté paddock. C'est à 5 minutes du début de la séance. On doit passer côté paddock. Franck, il y a les deux premiers. Red Bull, Ferrari, c'est clair. Il y a Mercedes, Franck Montagny qui se bat avec les Saoudiens. Et c'est là que Alpine a peut-être sa chance de devenir la quatrième force du plateau. Ouais, Alpine pas sa chance d'être quatrième place sur le championnat. Il va pas falloir se louper sur le développement. C'est assez simple en fait le calcul. Si vous vous trompez ne serait-ce qu'une fois, eh bien ça va compromettre toutes vos chances sur la saison. Ferrari l'a bien compris, Mercedes l'a bien compris. C'est pour ça qu'il se précipite pas une nouvelle fois. Il va falloir vraiment bien analyser, prendre le temps de réfléchir et de comprendre ce qui se passe sur la voiture, de bien écouter ses pilotes. Et lorsqu'on va amener une nouvelle pièce, quand on a amené une évolution, que ce soit un fond plat, un aileron avant, un aileron arrière, enfin, bref, quoi que ce soit, il va falloir vraiment que la pièce fasse une grosse différence. Quand je parle de grosse différence, ça veut dire 3-4 dixièmes de différence. Ça va être très important parce que c'est la seule façon en fait de continuer à matcher la performance des autres. Lorsqu'on prend un avantage avec la Ferrari par exemple, ça va être plus facile, on va être plus serein, on a plus le temps, on a le temps de revoir venir les autres avant de pouvoir faire un step. Dans le cas d'Alpine, c'est plus compliqué parce qu'il y a Haas qui joue contre eux, il y a AlphaTauri, il y a peut-être les McLaren qui vont être présents. Enfin bref, il y a beaucoup de monde à ce moment-là. Il va falloir être très 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 attentif. J'avais envie d'ajouter Alfa Romeo qui avec Bottas avait été assez impressionnant. L'une des forces quand même d'Alpine, c'est le duo Ocon-Alonso qui travaille très bien et qui est assez proche en performance comme nous l'a confié le Français. Ce qu'on veut, c'est se rapprocher bien sûr du top et on a encore du travail pour ça. On n'a pas la vitesse encore qu'on souhaiterait. Mais comme je l'ai dit, l'important c'est pas où on commence, c'est où on va finir l'année et comment on va développer la voiture. Donc ce qui est très bien, c'est qu'on a encore une super collaboration avec Fernando. Les commentaires sont très similaires pour nous deux et on pousse l'équipe dans la bonne direction et cette direction maintenant il faut qu'elle arrive en piste forcément. Alors nous sommes à 2 minutes du début de cette séance ici à Jeddah. On espère que tout va bien se passer, que les voitures vont prendre la piste de manière normale et puis on continuera à tous bien surveiller Julien et Jacques pour la suite et éventuellement peut-être quelques prises de position des pilotes ou quelques gestes forts pour la suite de ce week-end saoudien. Merci Laurent, merci Franck et merci à toutes les équipes Canal+ et AMP Visual présente ici sur site à Paris également pour vous offrir ce que la Formule 1 est capable de nous donner de meilleur et le sportif va devoir prendre ses droits d'ici quelques instants après cette longue nuit qu'on vient de vous résumer. Ouais, j'en fous, je les ai virés. Forcément, on a vu Lewis Hamilton, Pierre Gasly, salut Soumaro, particulièrement expressifs dans leurs gestes, dans leur prise de parole, même si nous n'entendions pas de l'extérieur les mots qui étaient utilisés. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas pris la parole, tous se sont exprimés, peut-être pas de manière aussi vindicative ou visuellement spectaculaire, mais tous ont pris la parole. 4 heures, quasiment 4h30 d'échanges entre les pilotes, interrompus de temps en temps, comme vous l'ont expliqué Pauline Sanzet et Laurent Dupin, par la venue des patrons d'équipe, le retour de Ross Brown et de Stefano Domenicali. Ils ont convenu de rouler, de continuer leur travail de pilote de Formule 1 et donc eh bien, en ce sens, nous allons les accompagner, vous accompagner les abonnés Canal+ pour ce deuxième week-end de la saison. Pour le moins particulier, Lewis Hamilton est installé dans sa monoplace. Beaucoup se sont interrogés sur ce que Sébastien Vettel aurait pris comme position s'il avait été présent. Lui qui est encore convalescent et qui laisse ce week-end merci à toi. Encore son baquet à Nico Hülkenberg chez Aston Martin. Ça fait zizir. Magnussen, le revenant en Formule 1 après une année d'absence chez Haas, qui a connu un retour brillant, 5e
du Grand Prix la semaine passée, mais avec des problèmes de fiabilité récurrents depuis le début de ce week-end, aussi bien en première séance d'essai libre qu'en deuxième séance. Les pilotes ont été rappelés alors sur cette sortie de voie des stands, sur le fait de ne couper ni la ligne à gauche ni la ligne à droite. Idem pour la voie d'entrée, pour la ligne d'entrée des stands, où il a été rappelé dans un document ce matin de la direction de course qu'il ne fallait mordre aucune des lignes, ni à gauche ni à droite des monoplaces. Pourquoi à gauche? Celle de droite, oui, celle qui vient sur la piste, mais celle de gauche? Peut-être ont-ils estimé à la direction de course que la ligne de gauche, je parle de l'entrée des stands, pouvait être coupée d'une manière ou d'une autre. L'entrée, donc de ne pas couper lorsqu'ils sont sur la piste. Et même dans la voie des stands où ça fait un petit zigzag droite-gauche. Les pilotes sont assis tellement bas, ils ont du mal à voir cette ligne de toute façon. Oui, c'est vrai. On entendait hier Lewis Hamilton vouloir un deuxième baquet un peu plus haut. Était-ce pour moins taper sur le fond de la coque ou pour avoir un champ de vision un tout petit peu plus dégagé? On n'a pas connu l'exacte raison de ce changement de baquet pour Lewis Hamilton. Retour en piste donc de Kevin Magnussen avec du roulage à rattraper. En tout cas, une nécessité de passer plus de temps en piste aujourd'hui s'il veut bien maîtriser ce long circuit de 6 km 174. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va exploser à Jeddah? Faites vos pronostics. Je vais rajouter ça. Une piste extrêmement poussiéreuse et sablonneuse hier, ce qui a provoqué pas mal de graining sur les pneus, notamment les pneus tendres. Oui, je l'ai vu jouer à Jeddah, effectivement. Le moins apprécié en vue de la course. Le médium et le pneumatique dur pourraient remplir ce rôle, le dur de ce week-end qui était le médium du week-end dernier, puisqu'on s'est décalé d'un cran dans la tendreté des gommes ce week-end par rapport à Bahreïn. On n'a pas vu une énorme amélioration lorsque les gommes tendres ont été mises en chrono, quelques dixièmes, peut-être dû à la multitude de virages rapides. Avec une lecture un petit peu moins simple de Red Bull. De ces essais libres, car oui, pas besoin de rocade pour ça. Leclerc et Ferrari ont donc dominé les 2 séances d'essais libres. Ça n'était plus arrivé à la Scuderia Ferrari de mener ainsi les 2 séances d'un vendredi depuis Monza 2019, week-end que Charles Leclerc avait brillamment dominé en s'imposant en pole position pour la pole et pour la victoire. Mais dans le même temps, eh bien, on a vu hier un Max Verstappen soit réaliser son meilleur tour en gomme dure en première séance d'essai libre, soit en gomme médium lors de la deuxième séance, lui qui n'a pas pu, comme le rappelait il y a quelques instants Laurent Dupin. Ouais, c'est plutôt Gasly qui avait cramé le moteur Honda pour le coup. En pneus tendres hier après-midi, toujours interrompu, soit par sa faute, soit par des interventions en piste de drapeau. Et déjà pas mal d'éléments moteurs changés chez les uns et les autres. On le rappelle, chez Alpine, la précaution prévaut et donc Fernando Alonso se voit équipé d'un deuxième moteur thermique, un deuxième V6 thermique, nouveau turbocompresseur pour l'Espagnol également, nouveau système de récupération d'énergie, MGUH et MGUK, ainsi que d'un nouveau jeu d'échappement sur l'Alpine. Pierre Gasly, même si les éléments de la voiture du français ont été ramenés au Japon, à Sakura, chez Honda, eh bien, pour une analyse, savoir si certains éléments pourront être ou non réutilisés à l'avenir. Pierre Gasly se voit également doté d'un nouveau moteur thermique, nouveau turbo, nouveau MGUH, nouveau MGUK, mais également batterie et centrale électronique pour lui. Perez, Bottas, il est très content de sa voiture ce week-end apparemment. Il risque de marquer de gros points encore. Les différents changements opérés en ce début de week-end ici à Jeddah. Des écarts de performance pneumatique mesurés assez importants. On sait que ces écarts se réduisent au fil des week-ends et de l'amélioration des pistes. Mais là, il y avait 6 dixièmes d'écart mesurés hier entre le pneu tendre et le pneumatique médium. Et 1,5 seconde au total entre le pneu le plus tendre et le pneu le plus dur. C'est énorme, mais ce que l'on a vu aussi au dernier Grand Prix, c'est que quelle que soit la gomme, il y avait beaucoup d'usure. Là, c'est au départ avec vous, Franck. Avec Mick Schumacher qui vient de placer la voiture sur la zone de départ, on est vraiment à côté. Premier engagé. Pas mal de régime, mais pas trop non plus avec des gommes à terre, enfin des gommes médium. Ça c'est un bon loupé.
Et c'est une deuxième fois doublée, ça veut dire que l'embrayage n'est pas du tout calé en fait. L'embrayage va bien trop tôt par rapport au régime. Ce qui fait que la voiture qui a un souci, une Formule 1 ne cale pas réellement. À chaque fois qu'il se passe ça, elle va retomber automatiquement sur un neutral. Donc le pilote n'a rien à faire, le moteur ne va pas caler, il pourra juste enclencher la première et repartir. Moi, je sais pas s'il a beaucoup souffert, il était quand même dans une top team, donc il y a beaucoup de pilotes qui auraient voulu avoir sa place pour le coup. Toujours moteur Ferrari, comme faut pas souffrir chez Mercedes quand même. On cale l'embrayage, ça c'est fait, vous avez vu la voiture bouger d'avant en arrière. Très peu de régime, très peu de régime. Ah voilà, je crois que chez Ferrari en ce moment tout va bien, que ça soit sur le temps autour au départ, ça marche bien. Ouais, ça se passe plutôt bien. Mais vous l'avez dit vous-même, Franck, l'homme sans doute a surveillé, l'équipe a surveillé tout particulièrement, semble être Red Bull. En tout cas, sur les longs relais, hier, Red Bull a été aux avant-postes. Alors Ferrari, pour différentes raisons, n'a pas réussi. Oui, c'est vrai qu'il y a pire comme souffrance quand même. Parce que Carlos Sainz et Charles Pierre Jumper, le moteur Ferrari surpuissant, et oui, toujours. Sans trop de conséquences, mais tout de même, Charles Leclerc a cassé une biellette de direction. En tout cas, chez Red Bull, le rythme long relais était impressionnant hier après-midi. Le problème chez Red Bull, c'est le poids embarqué de la monoplace qui, malgré son rythme, use plus de gomme, puisque c'est quoi, 10 kilos à chaque tour, c'est énorme. Les infos qui nous parvenaient de Milton Keynes faisaient état d'un surpoids de cette voiture aux alentours de 20 kilos aux essais de Barcelone. Ensuite, il y a eu l'entente entre les différentes équipes pour augmenter le poids minimal de 3 kg, donc on va dire qu'ils n'étaient plus qu'à 17 kg. Vous apercevez George Russell et derrière lui Loïc Serra, l'un des responsables techniques de l'écurie. Et ce poids serait aujourd'hui autour d'une dizaine de kilos supérieur au poids minimum. Ce serait ouais, après, bon, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui auraient voulu être équipés d'Hamilton. Je suis pas sûr qu'on puisse appeler ça une souffrance. Exactement, c'est un cercle vicieux, essence, absolument. Essence, usure, temps autour, le poids. Eh bien, les écuries tentent de lutter contre lui, alors qu'à l'inverse, eh bien, notamment chez Alfa Celui qui souffre en ce moment, c'est Vettel, c'est une écurie de merde. Bon, il est pas là ce week-end encore, mais bon, il va souffrir cette saison. Absolument, elle est bien beaucoup, classée régulièrement. Franck, vous êtes chez As, près de la voiture de Magnussen. Ouais. Voilà, exactement, Magnussen sur ma gauche, Mick Schumacher qui vient de rentrer. Regardez cet échappement, vous voyez la petite collerette qu'il y a au-dessus. Ça c'est le tube de refroidissement, enfin d'échappement pardon, tout simplement du turbo. C'est un petit truc en plus chez Ferrari, c'est la plus longue en tous les cas du championnat. C'est peut-être pour ça que le moteur marche aussi bien. En tous les cas, c'est vraiment quelque chose de différent. Ici on a Magnussen, le numéro 20, la star on va dire un petit peu du dernier Grand Prix avec Bottas. Ce pilote n'a quasiment pas roulé pendant les essais libres. On est sur un circuit un des plus difficiles de l'année. Il y a beaucoup d'enchaînements où ça glisse énormément, où il faut vraiment pas se louper, donc attention ici, les tours. Je sais pas du tout, ouais, ça personne ne le sait. Le simulateur, je pense qu'il a pas. Parce que c'est lui qui a dit oh finalement j'ai pas envie d'y aller. Hülkenberg va m'en passer, c'est bon là. Allez. Que le pilote puisse rouler, puisse aller en piste et faire des tours de piste pour se rassurer, pour se caler un petit peu et prendre le bon rythme, parce que la qualification cet après-midi va être ultra. Tu pourrais pas, attends, Bottas il a touché combien de millions d'euros pour ses contrats chez Mercedes. En plus il avait une voiture qui joue le titre à chaque fois. Donc franchement il est pas à plaindre je crois quand même. Alors certes Lewis c'est très bon. Mais bon, entre on va dire entre être chez Mercedes équipé de Lewis et être, je sais pas, chez Alfa Romeo à l'époque où elle était pas terrible la voiture, et être P1, bon, moi je choisis Mercedes quand même, hein, désolé. Largement. La ligne droite des stands et donc de dos quand ils arrivent sur le dernier virage, le 27e virage. Un petit peu moins de vent, mais on l'aperçoit quand même hein, sur la végétation ou sur les drapeaux aux alentours. Il continue de souffler assez fortement. Là encore une fois, si Mercedes avait voulu le garder, Bottas il serait resté. Hein. Il n'aurait pas choisi Alfa Romeo. Hein. On va pas se mentir. Premier tour lancé sur de la gomme rouge. Oui, bon après voilà. Ils sont coachés mentalement. Ouais, oui, c'est sûr, Croatique. La voiture fait beaucoup. Bel enchaînement hein, ici. Ouais, la première partie du circuit est compliquée, c'est rapide, mais il y a du pilotage.
C'est plus la deuxième moitié. Oh putain, oui. Il a bien fait, en plus c'était une de ses possibilités, hein, d'aller retourner chez Williams. Il a bien fait de prendre Alfa Romeo, pour le coup, bravo. Il a eu le nez fin là. On va partir d'ici. Tous ces zigzags à l'aveugle ne servent à rien. Leclerc avec un deuxième secteur en violet. Et les Ferrari qui vont claquer un petit temps. Sur le circuit 29-0. Sainz plus rapide que Leclerc dans le premier secteur. Bon, pour l'instant c'est les deux seuls en piste, hein, je voudrais pas dire, mais bon. Alors non, Sumo Haro là, tu débloques, hein, il ne sera jamais champion avec Alfa Romeo. Le vent dans le dos hein, aussi, qui a peut-être un petit peu surpris Charles Et Leclerc 31-0. sur ce freinage. 1:31.052, le meilleur temps en conditions nocturnes hier. Super Jumper, je trouve que Jedi a toujours un fisco dans la course. Oui. C'est vrai que depuis l'année dernière, c'est pas brillant. Là, c'est hors piste cette fois. 72. Leclerc qui échoue finalement derrière Carlos Sainz à 41 millième de son coéquipier. Ouais, les Ferrari peuvent retourner au stand, 41 millième. Sainz meilleur temps. Allez, merci d'être venu. On se retrouve au qualif. Après les dixièmes face à son coéquipier monégasque, et bien là en tout cas sur ce premier tour ils ont tous peur des roquettes là. Au même moment en piste. Ils restent au stand. Signe le meilleur temps, 31-0. Ce sont les deux premiers tout simplement à signer des chronos. Étonnant, personne d'autre en piste. Pour ceux qui ont pris la piste, ils sont combien pour l'instant? Bon après c'est souvent comme ça en L3. En général au début il n'y a personne qui sort. Puis au bout de 20-25 minutes ça commence à tourner là. C'est la piste la plus chaude que l'on ait maintenant, donc c'est la moins intéressante. Oui, qui est la moins intéressante pour la préparation. Pendant que Daniel Ricciardo s'installe, je vous propose d'écouter Günther Steiner, le patron de l'écurie Haas, qui revient pour nous sur la situation actuelle ici en Arabie Saoudite et sur sa décision en tant que patron d'équipe et responsable des hommes et des femmes qui composent son écurie. J'ai parlé à toute l'équipe, j'ai parlé une demi-heure avec eux. Je leur ai dit que nous étions certains qu'on était en sécurité ici. Je ne laisserai jamais un membre de mon équipe ici si je ne m'en sentais pas en sécurité. Les autorités en question nous ont rassurés. Moi-même, je suis ici. Et si je ne me sentais pas en sécurité, je serais parti. J'ai aussi dit que les autorités locales avaient leur famille qui était ici et que donc on était en lieu sûr. Voilà les mots. Ouais, franchement, je sais pas s'ils y croient vraiment à ce qu'ils disent les mecs. Hein. Ou alors est-ce que c'est pas de la langue de bois? On est en sécurité, machin, tu parles. Ouais. Sur Canal Plus Sport. Alors comme il n'a pas encore fait de tour, et bien son Delta Time que vous voyez en haut à droite de son volant, et bien n'affiche rien que 0-0-0. Ils auraient pu en mettre un d'hier. Souvent. Oh bah oui, c'est sûr que c'est bien meilleur que ce qu'il a connu. Vous voyez la batterie qui égrène sa puissance là aussi à droite du volant. D'abord en vert, puis en jaune, puis en rouge. Plus elle diminue cette énergie dans la batterie. Apparemment, l'Arabie Saoudite a une défense anti-missile, anti-roquette, donc bon, ça n'a pas marché hier hein, pour le coup, mais. Je me demande qu'est-ce qu'il aurait dit Mazzi ce week-end. Je sais pas, ça rien. Et on entend les frottements au sol. Hein. Oh, super large là. Tu y es, mais tu trouves pas. Ça a pu tourner dans le dernier virage. Et c'est loin d'ailleurs. Leclerc, deuxième tour lancé, qui prend le record du premier secteur. 33-0 pour Charles Leclerc au moment où Norris finit son tour. Franck Montagny, on se prépare mais vraiment tranquillement hein, chez Aston. Bon, 4 voitures en piste, incroyable. C'est vrai qu'il est plutôt tranquille. Il a fait un petit tour de mise en place. Ouais, on sait jamais, les tribunes aussi. Ouais, fait un petit tour de stand. Il est en train de se repréparer. Ça peut être une menace. Il va falloir bien fouiller les spectateurs qui seront là demain. Regardez les cales de frein qu'on a mis pour éviter en fait que ça refroidisse de trop. On sait que chez Red Bull, le problème c'est qu'il y a trop de température dans les freins et qu'on a du mal à enlever cet air chaud à l'intérieur de cette écope de frein. Bah oui, hein, sur l'appli MyCanal, hein, tu choisis Canal Plus Sport. Et normalement
normalement ça doit marcher, tout simplement. Le carbone, une partie de la peinture sur les pontons. Vous voyez ces morceaux de carbone. En et fait, Leclerc qui a 30.1. d'enlever un petit peu de peinture. Ça tombe sévèrement le temps. Qui va s'élancer juste derrière nous avec son mécanicien qui lui fait signe de partir dans la pit lane. Il est en gomme rouge, tendre, neuve. Et c'est parti pour Pierre. Leclerc a fait un chrono hyper impressionnant sur son deuxième tour. Et Sainz n'arrivera pas à se rapprocher. Ouais, ça va sévèrement tomber en 29, c'est sûr. Tout de même, effectivement, pour les qualifs. Des deux pilotes significatifs. Peut-être une 28 à voir. 139 pour Charles Leclerc, une 30 671. Je pense que j'ai prono dans la une 28 quelque chose. Je pense pas que ça tombe en une 27 quand même, ça m'étonnerait. Ouais, 31,5 pour lui. Sur son premier tour, mais si tous les pilotes améliorent leur deuxième chrono, ça devrait se rapprocher de Sainz. Pourquoi améliore-t-il, Jacques, leur je crois que c'était genre une 36. Ils prennent de la marge sur le premier. Non, oui, le premier c'est le premier tour. Entre les murs, c'est toujours impressionnant. Il fait chaud, la piste est un peu différente d'hier. Donc, lorsqu'il y a autant de virages entre les murs, rien compris. Une petite marge au premier tour. Ce sont des essais libres et ce sont surtout les derniers essais libres, pas le moment d'endommager les voitures et de risquer de compromettre la séance de qualification. À vivre tout à l'heure la qualif dès 17h40 sur Canal+ Sport. Et c'est Alfa Romeo qui fonctionne extrêmement bien. On le disait, 7, c'est faisable. Ça se dit, ça se minimum autorisé. 28.3 hyper jumper, ouais, c'est. Faut bien sûr que cette voiture soit réglementée. Ça va être entre les deux peut-être. Hein. Utilisée, peut être placée à des endroits stratégiques et ainsi améliorer encore l'équilibre de la voiture. Donc c'est une voiture qui est au poids minimum et qui en plus avait un peu de marge pour jouer avec le lest. C'est un choix, vraiment assumé. Je vais vous donner le lien des pronostics si vous n'êtes pas inscrit, c'est gratuit, je rappelle, ça se ferme à 18h. Soigner certains détails pour s'offrir ce qu'on a déjà eu des pronos à l'heure actuelle. Des fois dans le nez, dans l'aileron avant. Voyons, il y a eu 4 pronostics de fait. Peut-être plus de train avant à cette voiture. En tout cas, pour l'instant, une Alfa Romeo bien née, bien exploitée par Valtteri Bottas. Guan Yu Zhou a inscrit son premier point à Bahreïn. Parliez, Jacques Villeneuve, du cercle vicieux du poids qui entraîne de la perte de performance, de l'usure excessive, de la consommation excessive. Et bien dans les cercles vicieux qui existent également en Formule 1, il y a celui dans lequel McLaren s'est trouvé et tente de sortir. C'est le temps perdu à régler ses problèmes de frein qui ne l'ont pas permis, qui ne lui ont pas permis, de se concentrer sur d'autres zones essentielles du développement et de la compréhension de sa voiture. Le temps passé à essayer d'élucider et de régler les problèmes de frein, eh bien, n'ont pas permis à l'écurie de se développer ailleurs. Surchauffe, exactement. Et pour mieux refroidir les freins, eh bien, normalement, il y a une perte aérodynamique qui vient avec. Aussi. Et c'est une monoplace qui n'a pas besoin de perdre de l'aérodynamisme puisqu'elle est déjà en déficit. Il lui en manque de l'appui, beaucoup d'appui. Voilà, Sainz tente un troisième tour. Et ça fonctionne au moins sur le premier secteur. Oui. Record de premier secteur pour Carlos Sainz, 33-0. À battre dans le deuxième secteur, 28-7. Tenu par Charles Leclerc. C'est un duel de Ferrari pour l'instant. Un petit peu derrière. 28-9 pour Carlos Sainz. Ça reste de l'amélioration pour lui. Oui. Ouais, ça va mieux chez McLaren quand même. Donc de toute façon, la gomme est moins performante. Là, c'est sûr. Même s'il faut attendre de voir les qualifs, on sait jamais. 327 km/h de vitesse de pointe, c'est la meilleure vitesse de pointe pour l'instant dans cette séance, devant Albon et Bottas. C'est une amélioration, mais il restera deuxième. Une 30-323 pour lui. Ça reste assez proche, à moins de 2 dixièmes de son coéquipier. Toujours ce petit avantage pour Leclerc sur un tour. Et on retrouve Lewis Hamilton avec cet aileron que Franck vous a déjà montré et décrit. Cette coupe assez franche sur l'aileron arrière qui lui vaut cette forme très courbe, presque un hamac. Ça y est, la voiture qui rebondit le plus. Ah oui.
voyez le casque de Lewis 2 dixièmes de retard déjà pour Lewis. Un peu moins qu'hier, je trouve, à cette amorce du virage 13. Et c'est un bon premier secteur pour son premier tour. Hamilton signe un 33-3 dans ce premier secteur. Ouh, il s'est loupé à l'entrée, là, à l'arrière. Ouais, ça coupe, terrible. Très nerveuse. Ça coupe la chicane. Terrible. Il arrête son tour du coup. Mercedes travaille, oui Jacques. Non seulement manque d'appui, c'est qu'avec tous les mouvements de pompage pas stable hein, cette voiture quand même. Déjà en quantité d'appui et aussi en équilibre entre l'avant et l'arrière. L'assiette aérodynamique, l'équilibre aérodynamique sans cesse perturbé par ces mouvements de châssis. Vous avez raison Jacques. Chez Mercedes hier, dans quelques discussions, on a pu comprendre que bien l'écurie n'avait pas encore cerné complètement les raisons, travailler sur des pistes, mais encore une fois, et on le disait en amorce de cette séance, ne voulait pas tomber dans le piège de la précipitation, de s'élancer dans des voies de travail qui pourraient s'avérer pas suffisamment utiles, voire inutiles. Bon, le pompage vient de l'effet de sol, mais c'est une des choses les plus difficiles à régler parce que c'est un endroit pratiquement impossible à mesurer. Aérosol qui arrive, 9ème. Pour 2 secondes et demie. Confiante que vous, Jacques Villeneuve, c'est qu'il pense que le concept global de cette voiture doit pouvoir amener des solutions et des résolutions de problèmes. Le concept, dans leurs études à l'heure actuelle, c'est très tôt, n'est pas remis en question globalement. Et il se dit, chez Mercedes, que le concept doit finir par fonctionner. Et avec même, on revoit le lâcher. Bah franchement, s'ils ont intérêt que ça marche, parce que là, ils ont l'air très sûrs de là. Était léger, il l'a senti avant même de se mettre en travers. Regardez, c'est beau, il y a la mer et tout là. Magnifique cette vue. Chez Mercedes, disais-je, eh bien j'ai oublié ce que je voulais dire. Qu'ils étaient persuadés que ce qu'ils avaient sur le papier allait être réel un jour. Et certains, alors certains aussi, est-ce qu'il y a de l'auto-persuasion et de la méthode Coué, je ne sais pas, mais... Hyperjumper, vérifie ton chrono. Écris-le bien. La libération de performance. C'est ça le problème en général. Faut que tu l'écrives d'une certaine manière. Si tu écris une étude comme tu m'as écrit là, ça va pas marcher. C'est comme ça qu'il faut l'écrire. Mais il faut être persuadé parce que beaucoup. Oui, mais faut pas être avec 2 points au début et 1 point après. Juste pour se faire du bien. Mais financièrement, avec les limites financières actuelles, les caps qu'il y a en Formule 1. Est-ce qu'il pourrait se permettre de redessiner une voiture entière? Est-ce qu'il financièrement il pourrait? Non, peut-être pas. Donc il vaut mieux y croire et continuer. Je ferai moi les chronos après, juste avant les qualifs, comme d'hab. Le point crucial, c'est avec quels moyens Mercedes peut réagir, parce que les moyens financiers sont aujourd'hui limités, contrôlés. Oui, ils ont les moyens financiers, oui, ça, mais pas légaux. Mais pas le, oui. Enfin, pas légaux selon la réglementation Formule 1. Comparaison des passages au virage 27 de Leclerc et de Norris, c'est le dernier virage qui est étudié ici avec quelques différences de courbes. Oui, Leclerc qui pivotait mieux, très large. Leclerc qui pivotait mieux au point de corde et donc qui pouvait sauter sur les gaz quelques mètres avant Norris. Et oui, le budget capé. Alors là, c'est pas du tout les qualifs les gars, c'est les essais 3. Les qualifs c'est à 18h. Autre information transmise aux écuries et aux pilotes ce matin au moment de la qualification et d'ailleurs à n'importe quel moment, mais les pilotes sont tenus de ne pas essayer de créer des écarts entre eux. C'est vraiment là, quand même destiné à la séance de qualification. Ils sont tenus de ne pas créer d'écart entre les virages 23 et 25 qui sont donc les 3 virages qui précèdent la ligne droite avant le dernier virage. Ça aurait même dû être à partir du virage 18. Oui. Voilà, c'est un demi-tour avant, donc c'est très très tôt. Mais en tout cas, pour des raisons... C'est là où il y a tous les virages rapides à l'aveugle. C'est vrai. De l'entame du virage 23 jusqu'au virage 25, interdiction de créer les écarts à cet endroit. Ça leur laisse quand même le temps, après, entre le 25 et le 27, de le faire de manière beaucoup plus sûre. Oui, même entre le 25 et le 27, c'est aveugle à l'intérieur. Oui, c'est vrai, vous avez raison, Jacques. Merci. Mais quand vous avez tort, je vous le dis aussi. Leclerc-Sainz aux 2 premières positions dans cette première demi-heure de séance, dans ces premières 25 minutes. Bottas, Perez et Zhou. Joe, pourquoi j'ai dit Zhou? C'est écrit Zhou, mais ça se prononce Joe, on le sait.
3. Joe Bedo, c'est Zoubidou. 3 et 5. Bottas et Guan Yu Zhou. Ça continue de bien se passer. Perez avec un record de deuxième secteur. Oui, Joe, 2 dixièmes de Bottas. C'est bien, hein? Impressionnant. Il a été libéré après son premier Grand Prix réussi. Sergio Perez vient s'intercaler entre les Ferrari 1.30-291. Joli tour de Perez qui normalement est en difficulté sur les tours lancés. Ouais, record dans le deuxième secteur pour lui. Verstappen qui a dû souffler sur son premier tour chrono puisqu'il a levé le pied dans le premier secteur. Ça fait quand même 2 jours qu'il réussit difficilement à aligner ses tours rapides. Max Verstappen, on est à peu près certain quand il y arrivera ça fera mal au chrono. Ou est-ce qu'il effectue 2 tours de chauffe? En tout cas c'est un tour très précautionneux là qu'il nous propose. Personne devant lui, personne derrière lui. Les Red Bull qui ont tout à refaire de leur travail, des monoplaces performantes mais pas fiables lors du premier Grand Prix de la saison. Double abandon. Oui, à cause du safety car qui a surchauffé. À cause. Bah, c'est arrivé juste après. Donc... Oui, mais c'est pas de la faute du safety car. Ah, non, mais ça a été l'événement. Oui, c'est le grain de sable. Oui, qui a montré à l'équipe ce qu'il n'y allait pas. Donc sur un autre Grand Prix. Le safety car en fin de Grand Prix aurait eu le même effet et ça allait arriver à un moment ou à un autre. Maintenant ils le savent et ils vont pouvoir rectifier. Toto Wolff que vous apercevez sur ces images Canal+ à l'intérieur du box. Allez, 6 km, un peu plus de 6 km avec Max Verstappen en audio up. Ça veut dire qu'il appuie à fond sur la pédale de gaz. Montez le volume et taisez-vous, Jacques. Record du deuxième secteur pour Verstappen. Et sur la ligne, il est à 3 dixièmes du meilleur tour de Leclerc. Max Verstappen qui est passé proche de son mur, on peut dire que c'est son mur maintenant, hein, oui. À la sortie du virage 27. Mais pour l'instant, tous les pilotes ont effectué leur meilleur chrono sur le deuxième tour et Gasly record du premier secteur. 32,9 pour Pierre Gasly, le premier sous les 33 secondes dans le premier secteur. Petite aspiration. Et cette fois-ci, c'est un samedi, non pas seulement le vendredi. C'est vrai. Proche du mur, belle accélération. Et Gasly, ça va faire un bon tour. Peut-être deuxième ou troisième pour Pierre Gasly. Et il a claqué deuxième, voilà, une 30-148 à quelques millièmes seulement, 9 millièmes seulement. Avec 2 records, premier et dernier secteur. Bravo. Je vois les 0,09 millièmes concédés par Pierre Gasly, ça me fait penser à 0,07 James Bond. Vous savez ce qui se passe le 7 avril sur les antennes Canal. Tous les films James Bond à disposition sur MyCanal à partir du 7 avril. Je suis obligé d'en faire. Regarder la totalité je suis dans l'ordre. Obligé d'en faire la promo en fan de James Bond, dont le dernier qui est magnifique d'ailleurs. Incroyable. Il faudrait quoi, 3 jours pour tout le monde? Je sais pas. On voulait. Alors Hyper Jumper, je sais pas quoi te dire. Normalement ça marche, hein, donc il va falloir vérifie que t'as bien inscrit ton temps comme il faut. Et que t'as pas mis des pilotes en double surtout. Qui n'est pas double, en tout cas on l'espère. Max Verstappen qui pour l'instant. Salut Antoine Martel. Ce premier train de pneus. Cadet a réussi à pronostiquer juste avant toi, donc bon, ça vient pas du site. Hein, le plein potentiel. Attendons le deuxième tour. C'est toi le problème. C'est le premier.
Et oui, c'est seulement à 8 dixièmes, dixièmes, elles sont assez il a proches. été demandé de ne pas mordre à l'intérieur. Pour pas qu'ils Ouais, arrivent le 8 taqués dixièmes, c'est jusqu'à beaucoup la quand ligne de même. freinage. Taquet, comme vous dites ça. C'est quand même beaucoup. Ils aiment bien les pilotes arriver taquets dans la voie des stands, mais Le n'oublions pas 12e, la ouais, limite au seul de vitesse 12e. Pour l'instant, fixée là c'est pas aussi à bon. 80 km/h. Et Franck, on vous retrouve non pas chez Alfa Romeo, mais chez Mercedes avec les pneus. Ouais, les pneus de George Russell notamment, qui sont plutôt très propres. Alors, ils ont fait quand même pas mal de tours. On a l'impression que ce matin, les Mercedes sont moins dans le temps chrono que dans le long run. Et on voit que les pneus sont super propres. Que ça soit ici, là, sur l'extérieur, on a un tout petit peu de marquage sur l'intérieur du pneu arrière. Mais sur le pneu avant, en tous les cas, c'est très propre. Celui-là, ici, également a été très propre. On va passer juste du côté de Hamilton, voir si on peut voir quelque chose un petit peu en particulier. Je crois qu'ils sont déjà sous couverture, mais ils avaient l'air assez propres. Les deux voitures sont rentrées en même temps. On voit qu'on va travailler un petit peu sur l'aileron avant du côté gauche de la voiture d'Hamilton. Pas très satisfaisant pour l'instant les deux Mercedes. On va attendre la Red Bull et je vais vous montrer quelque chose sur l'aileron arrière. Vous allez comparer ces deux ailerons arrière, que ce soit celui de la Mercedes et celui de la Red Bull. Vous allez voir que les positions sont vraiment inversées par rapport à l'année dernière. Allez, on attend ça avec impatience. Merci Franck. On se penche sur les détails bien quoi sûr ton de pseudo ces voitures sur, avec grand le plaisir site avec vous. Alonso est en avance, Et en train de faire mal. 35e. Mais oui, Fernando Parce que là, je te vois pas dans la liste. déchaîné, record de premier secteur en 32,8. La piste qui s'améliore beaucoup aussi. Oui, elle se gomme, elle se Ouais, rafraîchit. Qui Et améliore. les pilotes ont oublié tout ce qui leur faisait peur hier soir. Ouais, peut-être. 325 km/h de vitesse de pointe, c'est pas incroyable. Comparé aux 336 de Pérez. 7e. Et sur la ligne, Fernando est 7e. Fernando Alonso 7e temps avec un dernier virage un peu complexe à gérer pour lui. 4 dixièmes de perdu dans le dernier virage, c'est dommage. Et Verstappen est en avance à l'issue du deuxième secteur, même s'il est large ici. Verstappen avec un record de qui va être premier, deuxième personne ne va secteur, plus, une je pense. amélioration personnelle dans le premier. Il en a perdu un peu dans le dernier, vous pensez, dans le virage rapide. Là oui, il était un peu décalé. 333 en vitesse de pointe. Elles sont rapides. Pérez 336. Ouais. Est-ce qu'il a bénéficié d'une aspiration Oui, à ce 39,7. moment-là? Incroyable. Et meilleur temps pour Max Verstappen, une 29,768. Ça Pas pouvait perdu grand chose. Non, mais ça pouvait être encore mieux parce que franchement, il en a laissé un petit peu sur ce virage 23. Entre l'enchaînement 22-23, il en a laissé un peu. Et pourtant, il est le plus rapide, une 29,768. Le premier sous la minute 30 ici à Jeddah ce week-end. On est dans les mêmes différentiels de performance que l'an dernier et que ce qu'on a pu mesurer à Bahreïn, à savoir 1 seconde 6. En dernière séance d'essai libre l'an dernier ici, Max Verstappen avait signé le meilleur temps en 1:28.100. Et on s'en rapproche. Oui. Donc le show tout à l'heure, la puissance, on devrait être capable de battre le record. Les pneus de Pérez avec vous Franck tout de suite dans les stands. Ah, les pneus, ils sont partis, mon cher Julien. Aïe, aïe, aïe. Mais regardez cet aileron arrière. Vous voyez la forme de l'aileron arrière ici sur la Red Bull, assez massif, assez posé. Ça me rappelle énormément ce qu'était la Mercedes l'année dernière. Et on s'est même permis de rajouter un gain. Il se fait cette petite équerre assez épaisse d'ailleurs. Sur l'arrière, ça stabilise la voiture. Vous avez vu lorsque Hamilton s'est un petit peu loupé avec l'arrière qui s'est dérobé dans le droite-gauche, dans le gauche-droite, pardon, au droite-gauche, je sais plus, de tout à l'heure. Mais bien, en tous les cas, ça s'est fait parce qu'il n'y a plus d'appui aéro. Vous allez voir pourquoi il n'y a plus d'appui aéro. On se rappelle bien de cet aileron arrière. On passe du côté de chez Mercedes. C'est la même chose, que ce soit chez George Russell ou chez Lewis Hamilton. Mais regardez l'aileron arrière. En fait, il est quasiment inexistant de ce côté-là. Il est quasiment à plat. Il en manque une grosse partie au-dessus. L'aileron du bas, ce qu'on appelle le primaire, est complètement retourné. On cherche vraiment la vitesse de pointe. Mais ça veut dire que le train arrière ici, il est très léger. Et on n'a pas d'équerre non plus qui stabilise. Il y a énormément la voiture dans les basses vitesses. Eh bien, il n'y en a pas sur la Mercedes. On se retrouve complètement à l'opposé de l'année dernière. L'année dernière, Hamilton, comme Bottas, roulait toujours avec des ailerons arrière énormément chargés. On disait c'est normal, c'est la puissance du moteur Mercedes. Ils peuvent se permettre de rouler plus chargés que les autres. Et souvent d'ailleurs, on voyait que dans les deuxièmes secteurs, les secteurs qui sont dans le cœur du circuit où on a besoin d'appui, la Mercedes faisait de grandes différences dans le maintien des pneus. Elle faisait de grandes différences. Aujourd'hui, attention, la tendance est inversée. C'est Red Bull qui est en position de force. Merci Franck pour ces comparaisons. Et pendant que vous procédiez à ces comparos, eh bien on a aperçu Sergio Pérez au même endroit que Charles Leclerc hier, venir clipper, toucher le mur à l'intérieur. Soit il a clippé, soit il a mis un coup de volant pour l'éviter, mais ça semblait clipper. Hier, ça avait coûté
un morceau de l'arbre de direction et de ce bras de direction. Ça coûtait très peu, sauf que le pilote ne peut plus rouler. Ah oui, ça coûte cher. Oui. Ça coûte cher. Peut-être une mesure de précaution, mais sachez que chez Alpha Tauri, eh bien, on a également, à l'entame de cette dernière séance d'essai libre, changé les différents éléments moteurs de Yuki Tsunoda. Deuxième moteur thermique, nouveau turbo, nouveau MGUH, nouveau MGUK, nouvelle centrale électronique et nouveau set d'échappement. Gasly qui s'est arrêté à la sortie des cendres. Ah. L'arbre de transmission qui a lâché. Et encore un problème pour Gasly, incroyable. Ils peuvent pas y aller là. Non, il faut que là des commissaires poussent cette voiture qui est en position délicate dans une zone étroite jusqu'à la ligne des stands en marche arrière et ensuite les mécaniciens pourront venir la récupérer. Mais problème sur l'arbre, sur un arbre de transmission visiblement. En tout cas, c'est le ressenti de Pierre Gasly au volant et Pierre Hamelin lui a immédiatement dit de couper la voiture, d'arrêter la voiture. On va apporter les souffleurs pour refroidir les pièces et attendre que les commissaires fassent reculer la monoplace du Français. Dommage pour Pierre Gasly, jusqu'ici auteur d'un magnifique 3e temps. Oui, encore Gasly, décidément. Il est pas verni lui. Hein. Oui, ça roule dans le vide. Ouais, on dirait un embrayage qui est fumé. Oui, donc c'est ce qui veut dire qu'un des deux arbres a lâché et le différentiel fait tourner une des deux roues. Mais ça patine. Mais il s'en est rendu assez compte assez tôt, il aurait dû s'arrêter avant là. Et il venait d'essayer de déposer de la gomme à son emplacement. Non, il a déposé un arbre. Et Gasly qui essaie de pousser sa voiture, regardez. Quelle abnégation. Aidez-le, bordel, courez là, oh là là. Il va aider les commissaires. Poussant lui-même sa voiture, attention de ne pas se incroyable quoi. Rouler sur le pied par sa roue avant. Ils sont pas pressés les commissaires là-bas. Hein. Elles sont encore plus dures à déplacer cette année ces voitures, vu leur poids. Elles sont lourdes, oui. Oh, il aide, c'est sympa. Bah évidemment. Il a envie que son équipe puisse la récupérer le plus rapidement possible. Parce qu'il ne restera que 2 heures, un peu plus de 2 heures, 2h23 maintenant, avant la séance de qualification. Il y a l'autre gars qui l'aide, mais l'autre il marche derrière, il regarde là. Il s'en bat les couilles, regardez. Non mais c'est hallucinant quoi. Un petit faux plat descendant dans ce sens-là. Ouais, c'est tout de suite difficile. Ça aide un petit peu plus. Voilà, elle est aux mains des mécaniciens Alpha Tauri. Maintenant, il faut trouver la solution rapidement et remplacer ce qui doit être remplacé. Cette fiabilité quand même, hein, en début de saison. On venait à l'instant de parler des changements sur la voiture de Yuki Tsunoda. Alors que l'on aperçoit ici la voiture du Britannique Lewis Hamilton. Vous êtes Franck Vouche et dans le clan d'à côté, chez Verstappen. Ouais, dans le clan d'à côté, exactement, chez Verstappen. Alors, chez Verstappen, il a dû monter sur un petit vibreur. Moi, je ne l'ai pas vu parce que j'ai pas l'écran comme vous. Mais vous allez pouvoir me confirmer ça, c'est sûr. Parce qu'on est en train d'inspecter toutes les lamelles qui sont en dessous au niveau du fond plat. Il y a beaucoup de gens qui sont penchés sur la voiture. On sait que chez Pérez, c'est un problème. Cette fixation du fond plat sur le titre, sur l'avant de la voiture. On a vraiment beaucoup de mal à refixer le fond plat à chaque fois qu'on le sort. Et là, on voit que les mécaniciens travaillent beaucoup sur les parties, sur les petites ailettes. C'est les parties ultra importantes. C'est ce qui permet de tenir la voiture au sol. C'est ce qui permet d'avoir cet effet de sol. Alors on a regardé beaucoup sur le fond plat, beaucoup sur les droits avant. Et puis autre chose qui est rigolo, c'est qu'Adrien Newey qui est sur la gauche. Vous voyez, il a un Takiwo qui est sur le côté. Il est réglé que sur le canal de la voiture numéro 1. Je pense que la voiture numéro 1 c'est Verstappen. Ça ne m'étonne pas. J'ai votre réponse, Jacques Villeneuve. Vous avez une question ? Vous avez toujours des questions. C'est ce qui fait votre charme. 50 heures et 53 minutes si on veut binger l'intégralité des James Bond. Génial. Et ben voilà, à partir du 007 avril, on pourra regarder 007 James Bond pendant 50 heures et 53 minutes si on veut un week-end regarder. Ça peut se faire. Ça va être un bon week-end déjà. Ouais. Week-end, on va peut-être prendre une heure. Ouais, un week-end sans dormir quoi. L'intégrale de James Bond sur MyCanal. Ça, c'est une bonne idée.
Allez, 20 minutes pour trouver des bonnes idées et tenter de régler les problèmes des sujets de Sa Majesté la Reine. Les Britanniques George Russell et Lewis Hamilton au travail avec leurs équipes de mécaniciens, d'ingénieurs pour essayer de limiter le rebond de James Bond. Bien, oui, oh la lourdeur. J'arriverai pas à faire mieux. Stop les jeux de mots là. Bravo, bravo. Et encore une fois, il y a résoudre le problème et vivre avec. Je crois qu'il a même mordu un petit peu la ligne en sortie de voie des stands. Je pense qu'ils vont être obligés de vivre avec. Les Britanniques, on en est loin. Hein. Tous les Britanniques pour l'instant. Ça pourrait arriver peut-être cette saison, mais plus tard. Avec un peu de rebond. La portion du circuit la plus au nord du tracé avec ce virage numéro 13. Emerson Fittipaldi présent ce week-end, le champion du monde de Formule 1 à 72 et 74. Latifi bon dernier d'ailleurs, 2 secondes 6, Hülkenberg avant-dernier, Stroll avant-avant-dernier. Hülkenberg qui recolle un peu à Stroll. Là. Il y en a tellement, je ne sais pas c'est lequel. Ah bien, entre Enzo et Pietro. Et Norris et Ricciardo qui sont retombés dans le fond de peloton. L'équipe As. Terrible. Enzo. Pietro. Pietro, pardon. Oui. Fittipaldi en F2. Non, Pietro chez As. Oui, et Enzo voilà. en F2. Voilà. Oui, oui. Et Pietro, ce n'est pas le fils, mais Enzo, c'est le fils. C'est ça, exactement. C'est une grande famille. Oui. Enzo qui avait connu d'ailleurs un grave accident ici l'année dernière, percutant la voiture du pauvre Théo Pourchère qui avait calé sur la grille et qui se remet doucement, progressivement de ses blessures aux jambes. Bottas, deuxième temps, allez, 1:30.030 pour le Finlandais. Alors lui, il est en train, je pense, de vivre sa meilleure vie. Encore une erreur pour Valtteri Bottas. Oui, il n'y a pas de pression, il est compétitif, la voiture est sympa à piloter, l'équipe est sympa avec lui, tout va bien. Et par contre, il ne savait plus où se mettre. Là, il y avait beaucoup de voitures qui arrivaient dans le premier virage et il a dû gêner un petit peu la McLaren, mais alors vraiment sans mauvaise volonté de sa part. C'est juste qu'il est arrivé au premier virage. Deuxième temps donc de Valtteri Bottas. Russ Buscombe, la stratège de l'écurie à gauche de la passerelle de commandement Alfa Romeo, qui est un ordinateur sur pattes. Elle est exceptionnelle pour avoir échangé avec cette femme stratège. Donc il y a beaucoup de boutons sur lesquels appuyer. Ah non mais dans son cerveau se loge un nombre de chiffres et de données qu'elle est capable donc de vous donner, et de manière utile, c'est pas juste de vous cracher des chiffres comme ça, non. Elle a une analyse et elle retient les tours, les partiels de tous les pilotes de la grille. Extraordinaire. J'ai eu l'occasion et la chance en compagnie de Pierre Gasly un jour de la voir nous faire la démonstration lors des essais hivernaux à Barcelone d'une certaine situation. Elle observait Pierre Gasly qui n'est pas dans son équipe en disant mais tu as fait ça, ça et ça à tel endroit, et j'avais dit à Pierre mais elle bluffe plus tard, et il dit non, elle a raison, il s'est passé ça. Donc vraiment impressionnant la capacité de mémoire de cette personne et donc des qualités de stratège ô combien importantes dans l'écurie. Russ Buscombe chez Alfa Romeo. Et on en parlait de Pierre Gasly, ils sont en train de travailler sur sa voiture en panne, Franck. Exactement, alors c'est vrai que tout porte à croire que c'est une transmission, avec le bruit qu'on a entendu, le manque de grip. La seule problématique, c'est que dans ce temps, tout le monde s'est précipité sur le moteur. Pierre Gasly n'est pas allé sur la boîte de vitesse, mais a bien regardé le moteur. Pierre Hermann a fait exactement la même chose, et les mécaniciens sont précipités, non pas sur le côté de la boîte, qui est complètement à l'arrière, mais bien sur le moteur. Donc, il y a clairement une inquiétude. Est-ce que c'est le moteur, est-ce que c'est un drive shaft? Parce que la transmission, c'est facile à remplacer, ça va aller vite. Un moteur, c'est beaucoup plus compliqué, c'est pénalisant. Mais on a entendu que ça patinait, donc il y a quelque chose, à moins que ça soit l'embrayage. Super mis d'évoquer l'embrayage. On sait que
les embrayages de F1 sont alors miniaturisés au possible et qu'ils ils encaissent la puissance entre la boîte et le moteur. Salut RSCA. Un transfert d'énergie phénoménal. Et par contre, c'est à 18h, il est protégé par certaines sécurités. Il y a eu quoi hier? Il y a eu une explosion d'une usine de pétrole Aramco à 12 km du circuit. Et du coup, il y a eu une panique. Est-ce qu'ils vont attaquer la course, etc. Donc, ça a parlementé et tout. Ils ont décidé de rester en piste et de faire comme si dans rien n'était en gros. De faire le week-end comme il était prévu à la base. Donc, à voir s'ils ont pris la bonne décision ou pas. Ça reste risqué. Bottas deuxième, oui, c'est incroyable. Ouais, là ça devient impossible. Ils ont beau essayer de s'enlever, c'est un endroit. What's Merck doing? Bah Merck, ils essaient de régler leur voiture. Ouais, Zou qui va te calmer, Zou. En tout cas, non, il y avait une Mercedes et il y avait une Williams. La Williams de Nicolas Latifi qui était au même moment, en tout cas, est passé hors trajectoire ici. On est dans son casque au Canadien. Guan Yu Zhou mécontent. On croirait presque entendre Yuki Tsunoda à certains moments. Qui a l'énervement facile à la radio. Oui. Et d'ailleurs son ingénieur, Guan Yu Zhou, lui a dit reste calme Joe. Joe Will. Joe il va se calmer, hein. Joe Dalton. Guan Yu Zhou qui travaille cette année Joe avec taxi, Jan Baker, son ingénieur, très expérimenté aussi. Joe qui se prend 9 dixièmes par Bottas hein, quand même. De travail encore dans cette séance pour Max Verstappen, Valtteri Bottas, Charles Leclerc aux 3 premières positions. Classement intéressant. Alors Liv Max. Quatrième, on espère vraiment que sa voiture sera parfaitement réparée pour la séance de qualification tout à l'heure dès 17h40. Tac. Alors pas en Arabie Saoudite mais en France. Changement d'heure en 334. Avancer Max, d'une heure et donc dormir une heure 329 Bottas, 325 Leclerc. Ferrari qui n'a pas une grosse de Max hein, par rapport à Red Bull pour le coup. 336 Perez, mais quel fou! Mais c'est de la folie les Max qu'ils ont. En Arabie Saoudite, la grille dès 17h55. Honnêtement, même si Red Bull se qualifie derrière Ferrari, à mon avis, grâce à la VMAX, ils vont les fumer quoi en fait, en course. Et Ferrari pourra pas les passer en fait. Attention hein, attention. Russell 323, Hamilton 321. Oh là là. 15 km/h par rapport à Perez, Hamilton quand même de différence. C'est monstrueux. Il semblait avoir mordu la ligne blanche à la sortie des stands, mais il n'y avait pas d'enquête supplémentaire. Allez, encore 12 minutes dans cette séance. Ah, Gordon Ramsay, le grand chef. Gordon Ramsay, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Star de la télé. Ouais, et il est fan de Cauchemar en cuisine. Version british. Non, il paraît que c'est pas le moteur. Attention, Toto Wolff a dit c'est pas le moteur. Moi, je pense que c'est un peu le moteur. Pas que, mais... Hamilton avait amélioré son premier secteur, mais il en perd un peu dans le deuxième. Pas super compétitive là aujourd'hui. Ah bah il faut s'abonner les gars pour plus avoir de pub hein. Eh oui c'est comme ça que ça marche. Un peu plus facilement le point de corde là, en tout cas au dernier virage Hamilton. Ça reste à 1 seconde hein, tout de même. Il améliore son chrono. Oui, oui. Mais en 1:38, il est à un peu plus d'1 seconde au 9e rang. Et c'est pour l'instant le mieux positionné des pilotes Mercedes puisque Russell est 11e à 1 seconde 2. C'est dur. Pour l'instant ça semble moins bien parti que Bahreïn. Mais attendons le soleil couchant. Normalement il regagne de compétitivité à ce moment-là. Oui. Et Hamilton, généralement en qualification, va chercher les dixièmes qui manquent aussi. Hier d'ailleurs sur la 2e séance d'essai libre, la meilleure Mercedes n'était entre guillemets qu'à 4 dixièmes, un peu plus de 4 dixièmes du meilleur temps de Charles Leclerc, alors qu'à Bahreïn, sur un circuit plus court, ils étaient quasiment à 6 dixièmes. Donc en conditions nocturnes, c'était un peu mieux hier qu'à Bahreïn. Mais cette Mercedes a beaucoup d'appui, elle aime les virages rapides, et il y en a plus ici qu'à Bahreïn. On voit que le vent souffle, hein. Effectivement, fortement. Ça aussi, c'est un facteur
de perturbations. Oui, et les voitures pointues souffrent plus. Alors que les voitures carrées, non. Oui, je te disais Chroladic, hein, c'est fini sûrement la pub. Il faut s'abonner. En plus, je vois que tu as Prime Gaming associé à ton Twitch, donc il faut s'abonner à Prime. On restera en qualification. La flèche d'argent est une voiture pointue. Bravo, bravo. Dites-le très rapidement. La flèche d'argent est une voiture pointue. Ah, bravo. Ça s'amuse bien en tout cas, Febro et Villeneuve. Minutes dans cette séance, on retrouve DRS ouvert, Max Verstappen. Et beaucoup de zones d'ombre maintenant. Oui. Tous les pilotes qui passent de la gomme neuve. Les dernières oh là là, c'est quoi ce genre de pari quoi? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et puis là, des conditions qui se rapprochent de celles qui seront en qualification. Et toutes les monoplaces passent la gomme en même temps. Donc on aura un McLaren pue la merde. Ça, c'est une analyse très vraie. Donc, d'observer ce qui va se passer dans ces dernières 10 minutes. Alors Norris, je vois pourquoi il est si long. J'espère qu'il va améliorer sur la fin quand même. Ricciardo, bon, il a sa place, hein, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que cette caméra en hauteur. Ah, par contre, ça marche un peu moins bien, j'ai l'impression. 14 et 15, c'est pas ouf. Hein. Intéressant pour Verstappen, même si ce n'est pas le record d'Alonso. 32,892, c'est son meilleur premier secteur personnel. On ne le sent pas trop agressif. Ah, c'est très coulé dans le pilotage. Rythmé. Ah, il faut connaître le circuit par cœur ici. Ouais, mais attends, c'est pas fini, je pense qu'il peut améliorer Norris. J'espère pour lui. Hop, hop, hop. Oula, Verstappen là. Oh là, il avait encore claqué. Alors, je crains que Verstappen y refasse un remake de l'année dernière et qu'il se crache en qualif. Honnêtement, vu les risques qu'il prend là. Il avait 3 dixièmes d'avance, putain. Décollé même. Décroché puis décollé, absolument. On va revoir l'image. Je vais essayer de vous montrer ça vite fait. Ça passe pas. Oui, il l'a à peine senti à l'intérieur de la voiture. Il n'a même pas tenté de passer autour du virage. Il savait qu'il allait aller tout droit. Petite marge, hein. Oui. Si tu imposes dans un jeu... Au deuxième. Ok, d'accord. Oh. Ah oui, ça c'est gratuit. Ah, Latifi. Il était fini. Oui, oui. Allez, bim. Latifi est finito. Taper ce mur et ce n'est pas le bon choix à prendre. Merci de ton plan inexistant, Nicolas. Latifi qui se prend 6 dixièmes par rapport à Albon quand même. Hein. Il devrait être capable de prendre le meilleur chrono s'il... Ça m'étonne pas, Albon il est meilleur en talent pur que Latifi largement. Eh bien nous allons voir, il s'approche de la zone où, Verstappen. Alors Perez va-t-il améliorer son chrono? Perez il est ultra chaud. Et ça passe. Énormément. Oui, oui, oui. Et c'est pas de record. Hein. Non, non, trop de sous-virage et de toute façon il a un réglage voiture légèrement plus sous-vireur que Verstappen. Bah, McLaren, non, pas vraiment d'annonce, c'est même plutôt alarmiste chez McLaren pour le coup. Donc, il disait hier que c'était, il y avait de l'amélioration, mais bon là, ça ne se voit pas en tout cas. Et Perez à 65 millièmes de Verstappen, très proche hein. Aux deux premières positions avec du potentiel encore. Ah là, Perez il est en train de faire une meilleure saison qu'en 2021 pour l'instant. Au niveau des chronos en tout cas. 65 millièmes d'écart. Est-ce que cette monoplace il est très proche de Verstappen. A été endommagé dans son décollage. Alors est-ce qu'il a endommagé sa voiture Max? Je pense pas quand même. Le titret qui est la pièce la plus avancée de ce fond plat. Ça va sauter un peu mais bon. Ouais, ça c'était... Là, je pense qu'il aurait pu faire un petit wheelie. Ça, ouais, ça décollait pas mal quand même. Ah, finir le tour en wheeling. Ouais, ce serait pas mal. Bien sûr, bien sûr. Mais Villeneuve, mais il fout quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a trop d'écran ici, c'est le problème. Pire que le soleil. Allez, Leclerc, record dans le premier secteur. 32,817. Le premier secteur d'Alonso est effacé. On sait que les Red Bull sont plus à l'aise, secteur 2 et secteur 3. Voyons la réponse de Ferrari. 74 millièmes d'avance, c'est juste derrière le chrono de Verstappen, mais c'est mieux passé. Ouais, et moins rapide que son propre meilleur chrono à cet endroit.
Ça teste la qualif, hein. 4 dixièmes de perdu, presque sur Verstappen dans le deuxième secteur. Et rendez-vous compte, il est à 11 km/h de la vitesse de pointe de Pérez. Oui. Et à 9 km/h de celle de Verstappen. Et c'est derrière. Une amélioration, mais ce n'est pas suffisant, il reste 3ème. Putain, par contre, si Red Bull accroche la première ligne, je pense qu'on ne les reverra pas de la course. À moins qu'il y ait du grabuge, mais... Vu la VMAX qu'ils ont... Red Bull a délesté sa monoplace, hein, puisqu'elle est 4 km/h, 5 km/h plus vite que le reste du plateau. Et regardez le beau chronomètre de Kevin Magnussen, 6ème chrono, juste ah bah voilà, Magnussen. Maintenant qu'il a pris la piste. Et Hamilton qui arrive, attention. 11ème, oh là là. 11ème. Une Alfa Romeo, une Alfa Tauri, une Haas, une Alpine. Et les deux Mercedes en dehors du top 10. Mon dieu, quelle horreur. Quelle horreur, quoi. Attaque, ça, pour Lewis Hamilton. Hamilton qui améliore son temps, mais ça reste un 1:30.7. Et ça ne le place qu'au 11ème rang, malgré son amélioration. J'espère qu'il y a vraiment de l'essence dans la Mercedes, là. Hein. Ocon, je suis inquiet, moi. sur Tsunoda. Je suis très inquiet. Les deux Alpines dans le top 10 de cette séance pour l'instant. Mais Hamilton, aucune vitesse de pointe, 322. Non mais les gars, il y a un problème moteur, c'est pas possible. Toto Wolff, il nous mytho là. Alors ça place quand même les 11 premiers pilotes. Je peux pas croire qu'il n'y ait pas un petit déficit de puissance moteur. Le terrain de jeu qui est la Formule 1. Faut arrêter de se foutre de notre gueule, quoi. Hamilton 11ème à 9 dixièmes de Verstappen. C'est peut-être pas la séance rêvée là en cette fin d'après-midi ici. 17h55 à Jeddah, 15h55 en France. On est à un peu plus de 2 heures des qualifications. Ils avaient trop de budget sur leur ponton, j'en sais rien, mais en tout cas leur ponton ça marche pas du tout hein, pour l'instant. Je crois qu'on s'est bien planté hein, chez Mercedes. Oui, vous savez bien le prononcer. Ouais, Toto là, attention, pas le droit à l'erreur. Excellence, à l'excellence, il va falloir l'atteindre en qualif tout à l'heure pour espérer glaner la pole position. C'est Lewis Hamilton qui l'avait décroché l'an dernier. Record du premier secteur pour Sainz. Oui, ils sont dépités chez Mercedes. Je ne comprends pas. Et Russell c'est pas mieux, hein. Il a plus de 2 dixièmes d'Hamilton. Et il est 14ème. Quelle horreur. Face à Leclerc et ça se complique dans la partie plus rapide. Alors voyons comment il passe la zone où Verstappen tout à l'heure. Alors Sainz, va-t-il réussir à améliorer? Secteur 2 c'est pas bien hein, pour Ferrari. Secteur 1 ils y arrivent bien, par contre secteur 2 c'est petit déficit. Que Leclerc, même le deuxième secteur. « 326 en vitesse de pointe, il est à 10 km/h de Pérez. Par contre, il va bien à la corde. Ah, il va avoir une petite aspi offerte par Esteban Ocon, qui est un petit peu loin devant. Attention Sainz qui arrive. Un dixième. 4ème temps pour lui. Voilà, en 4ème. Leclerc, les deux Ferrari. Il s'est foiré au dernier secteur. À la vitesse de pointe, je crois. Sainz, c'est en vitesse de pointe. 326. Et le père Sainz. Sainz a évidemment suivi avec attention le tour rapide de son fils. Nous avons maintenant, grâce à Mick Schumacher, 12 voitures dans la même seconde. Incroyable. Et putain, Magnussen il a réussi à accrocher la 7ème place quoi. J'ai hâte de voir les qualifs que ça va donner pour Haas. Pour Mick Schumacher, je pense pas qu'il arrive en Q3 encore. Hein. Ça va être compliqué tout à l'heure. C'est une situation intéressante chez Haas d'avoir effectivement un Mick Putain, Schumacher qui pour l'instant McLaren subit un petit peu la loi de Kevin Magnussen, bien plus expérimenté que lui en Formule 1. Mais comme c'est un garçon Norris qui s'élance pour un tour. Extrêmement travailleur. Et Ricciardo aussi, d'accord. Bon. Talent, mais je pense qu'en tout cas, il est suffisamment constitué mentalement, cérébralement pour savoir. Oh, j'en sais rien, Croadic. Alors là, il faudra regarder toutes les séances. Je t'avoue que là, impossible à dire quoi. Contre Mazepin, c'était facile et il n'avait pas besoin de se remettre en question. La vitesse de pointe d'Esteban Ocon qui est en train d'enchaîner des super secteurs et qui est très très proche d'aller rejoindre le top 3. Ouais, c'est dans les temps de Leclerc. Alors l'Alpine elle va pas l'air mauvaise hein, sur cette course 6ème. Le secteur lui coûte un peu cher, 6ème, une 30, 139. C'est pas mal hein.
un peu moins de 4 dixièmes. Le dernier secteur lui coûte cher là. 328, c'est pas si mal niveau VMAX. Parce que les deux premiers étaient c'est bien en dessous de Ferrari et... Enfin, bien au-dessus, c'est au-dessus de Ferrari, mais bien en dessous de Red Bull pour le coup. Un tout petit peu mieux, oui, un tout petit peu Red mieux. Bull qui est quand même au-dessus de tout le monde au niveau VMAX, ça c'est incroyable. Elle a déchargé sa monoplace et on le voit, elle est compliquée à piloter, mais quand le tour est terminé, c'est compétitif, elle sera dure à doubler. Eh oui, du virage 22 où commence le troisième secteur, même si elles ont un tout petit peu de sous-virage, les Red Bull. Ensuite, ouais, les Wiss 322, c'est pleine puissance et du 27. C'est ça, et Russell 323 à peine mieux. Ricardo 322 et Norris 321. Stroll 328, Hülkenberg 328. 3 dixièmes d'avance dans le premier 3 dixièmes dans le premier secteur, pardon. Mais tous les pilotes réussissent à améliorer sur un deuxième chrono. Alors imaginez tout à l'heure lorsqu'il fera encore attention, il y a des voitures quand même dans le trafic. Ce sont les dernières secondes de cette séance et Leclerc vient de signer le record du premier secteur. Alors Leclerc, attention, va-t-il réussir à améliorer le temps de Verstappen? Bon, après il y a beaucoup de monde qui améliore en cette fin de séance aussi. Ce n'est que de l'accélération malgré les zigzags. Ah, 2 dixièmes d'avance encore. Avec une amélioration personnelle. C'était rapide. Alors, à la puissance moteur, à l'agilité aérodynamique, le dernier secteur, cette longue ligne droite jusqu'au virage 27. Et tout le monde pourrait penser, mais le DRS est ouvert, donc pourquoi vitesse de pointe inférieure? Parce qu'une grosse partie de l'aérodynamisme vient du fond plat, et ce fond plat peut ralentir s'il a de la pluie. 29,7, ça bat le temps de Verstappen, mais de justesse finalement. 33 millièmes devant Max Verstappen. C'est pas une différence colossale hein, quand même. Mais il y a encore de la performance dans cette Ferrari qu'a débloqué Charles Leclerc il y a quelques instants. Et alors, autre observation, parce que l'on regarde le classement par le haut, mais si vous prenez le classement par le bas, les 7 dernières voitures de ce classement sont équipées d'un moteur Mercedes. Il n'y a que Hamilton qui sauve un petit peu les meubles, mais de George Russell 14e à Latifi. Qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas un problème de moteur, là je le crois pas, Wolf. Honnêtement, je le crois pas. On peut pas le croire. Il nous prend pour des cons. Regardez, Russell, Stroll, Ricciardo, Albon, Hülkenberg, Norris et Latifi. C'est assez douloureux à observer. Il n'y a qu'Hamilton qui se détache légèrement, mais qui est 11e. Ouais, bah écoutez, dans 2 heures, c'est les qualifs. Je prendrai l'antenne vers 17h45, 50. Je ferai mes pronos en même temps, et puis voilà, ça va être intéressant à suivre ces qualifs, ma foi. En espérant qu'il n'y a pas de drame inhérent au conflit qui oppose les 8 minutes à l'Arabie Saoudite. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à toutes pour les qualifs. Allez, amélioration pour un petit kilomètre.